Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes maux pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces maux, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ces découvertes en force. Alors prête pour cette aventure ? Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Lucas. Bonjour Lucas. Hello, ça va ? Oui, alors je vais te présenter parce que là je dis que ton prénom, mais tu t'appelles donc Lucas Bourguignon, tu es conférencier et auteur et tu expliques les liens entre le cerveau, les émotions et les expressions du mouvement. Alors si aujourd'hui j'ai souhaité et accepté que on échange aujourd'hui en tant qu'expert sur ce podcast, c'est je suis venue te parler il y a quelques temps des recherches que j'effectuais justement entre ce lien entre l'hypnose et les réflexes archaïques qui pour moi est une belle ouverture et peut-être de réponse à des solutions et tu as lancé l'idée justement d'en faire un podcast et bien évidemment j'ai accepté. Pour moi c'est un sujet fascinant et tu es expert sur le sujet parce que c'est un sujet que tu connais bien, tu t'es formé à plein de choses, qu'on voit bien sur ton site qu'il y a plein de formations et c'est ce qui fait ton expertise et tu connais aussi l'hypnose parce que tu t'es formé à l'hypnose érectionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les réflexes archaïques et leur importance dans le développement ? Alors la première chose, je vais expliquer évidemment ce que c'est un réflexe. La première chose, moi j'aime bien dire plutôt que expert, j'aime bien dire que plutôt je démocratise, parce que vous allez voir que je vais essayer d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre. Et je ne vais pas du tout m'adresser aux spécialistes, c'est-à-dire que ça m'arrive de former des docteurs, etc. Mais là, le but, c'est vraiment que tout le monde comprenne. Et pour faire très simple, un réflexe, c'est une réaction involontaire et incontrôlable du corps face à un stimulus. Donc le stimulus, ça peut être quand on vous touche, quand vous entendez un son, ou quand votre tête bouge, etc. On connaît tous les réflexes, on nous tape sur le genou, la jambe s'étend. Ceux qui ont des enfants ont tous vu que quand on plaçait le doigt dans la main de l'enfant, tout de suite l'enfant serrait très fort. Il ne le contrôle pas, c'est involontaire, incontrôlable. Les réflexes archaïques sont un petit peu différents des réflexes normaux. C'est tout simplement des réflexes qui sont communs à tous les êtres humains depuis la création de l'humanité, et ce, dans tous les endroits. C'est-à-dire que je suis allé en Afrique, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, en Ukraine, peu importe, tous les enfants naissent avec les mêmes réflexes archaïques. Aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu as des enfants, mais les gens qui ont des enfants l'ont vu à la maternité. Le docteur a testé sous le pied de l'enfant ce qu'on appelle le signe de Babinski. C'est-à-dire qu'il vient stimuler sous le pied de l'enfant, et si l'enfant a une réaction, il dit c'est OK, au niveau neurologique, on est câblé. Si par contre il n'y a aucune réaction, le docteur, le pédiatre, va s'inquiéter en disant oula, là il devrait avoir une réaction, on ne l'a pas, on a un problème. Donc les réflexes sont quelque chose qui sont nécessaires, qui vont nous aider à passer par toutes les étapes motrices de notre vie, lever la tête, pleurer, manger, puis après tout simplement se retourner, se relever, ramper, faire du quatre pattes et marcher. Dans un monde idéal, entre guillemets idéal et naturel pour l'être humain, ces réflexes s'intégraient de manière progressive. Un laissait place à l'autre, etc. Sauf que dans la société dans laquelle on vit, notre motricité n'est plus la même. Les stimulations auxquelles fait face la maman, parce que les réflexes apparaissent des fois dans le ventre de la maman, donc le stress que la maman subit, le manque d'activité de la maman, la médicalisation de l'accouchement, tout ce qui est césarienne, tout ce qui est vont faire que le bébé va pas forcément stimuler ses patrons moteurs et ses sens de la bonne façon et va se retrouver avec des compensations et des réflexes encore présents à l'âge adulte. On a beaucoup d'études sur les réflexes primitifs dans l'enfance et on en a peu à l'âge adulte parce que c'est assez nouveau que les réflexes archaïques ne soient pas intégrés à l'âge adulte. Et c'est là où on a une vraie problématique et c'est là, moi, entre guillemets, mon champ de travail, c'est montrer comment un réflexe non intégré peut avoir un impact
sur les trois sphères, qu'elles soient physiques, émotionnelles et cognitives, chez, on va dire, l'ado à l'adulte. Pourquoi je m'intéresse surtout à ces champs-là? C'est que les réflexes primitifs chez l'enfant, c'est vu et revu de partout. C'est-à-dire que c'est enseigné dans les écoles de kiné, les orthophonistes, les psychomotriciens commencent à être formés. Ça, il y a déjà des gens qui le font très bien. Par contre, les conséquences plus tard dans la vie, très peu de gens le font. C'est pour ça que j'ai pris ce créneau-là. Génial. Bon, évidemment, je vais avoir plein de questions à te poser parce que là, tu as un peu parlé justement que ces réflexes-là n'étaient pas forcément intégrés dès lors où on était dans le ventre de la maman. Moi, je dis souvent à mes patients, voilà, c'est entre le moment où ils sont dans le ventre de leur maman jusqu'à des fois 2 ans, certains réflexes ne sont pas intégrés. Quels sont les signes que l'on voit à l'âge, donc ado ou adulte, quels sont les signes que l'on peut voir d'un réflexe archaïque non intégré? Alors, déjà, il y a plus de 70 réflexes. Donc, les signes vont dépendre évidemment de chacun. Nous, dans les séminaires qu'on fait, si vous suivez la page Lucas Bourguignon conférencier sur Insta, vous allez voir qu'on travaille sur à peu près 10 réflexes. Parce qu'en fait, c'est des réflexes qui regroupent les sens. Donc, il y a le sens tactile, donc, qui sont les plus visuels à voir. Dans le sens où, si on vient caresser le dos de quelqu'un au niveau de la colonne et qu'il y a une réaction comme ça, c'est un réflexe non intégré. Si on vient tout simplement mettre le doigt dans la main de quelqu'un et qu'il y a encore la réaction comme ça du bébé, réflexe non intégré. Les gens qui sont chatouilleux sous les pieds, on entend très souvent, mais c'est normal d'être chatouilleux. Et en fait, c'est plutôt signe d'une sensorialité qui est défaillante. Et du coup, le corps va compenser. Donc, au niveau tactile, c'est très facile à voir. Et puis, ça peut aussi être au niveau du stress, par exemple. Il y a notamment le réflexe de Moro. Moi, je l'appelle le réflexe interrupteur. En fait, le réflexe de Moro, c'est quand la tête part en arrière et il y a une hyperextension du corps qui va activer le système sympathique. Et le système sympathique, il est responsable de la lutte ou de la fuite. Le cœur s'accélère, on rougit, les muscles se contractent et on est prêt à faire une action. Sauf que ce réflexe se déclenche par la tête qui part en arrière, une activation du système vestibulaire. Donc à chaque fois que les personnes, elles peuvent faire du sport, elles peuvent être surprises et reculer, etc., vont mettre la tête en arrière, inconsciemment, et c'est important de le comprendre, ce n'est ni contrôlable ni volontaire, ça passe par des voies qui sont sous-corticales, donc ce n'est pas du mouvement volontaire, la personne va avoir son système nerveux qui jump en sympathique et qui du coup se retrouve stressé. Donc ça, par exemple, des gens qui sont très stressés, des gens qui à chaque fois qu'on leur fait une remarque prennent un petit peu mal, etc., en général, c'est lié au réflexe de Moro. Donc ça, c'est sur le vestibulaire. Et puis après, il peut aussi avoir des réflexes au niveau de la proprioception. Par exemple, le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est un réflexe qu'on teste en mettant les bras devant. On demande à la personne de garder les bras devant, on lui tourne la tête et on voit si les bras tournent avec la tête ou pas. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ont les bras qui ont tourné avec la tête. Et du coup, ils n'ont aucune conscience de leur corps dans l'espace. Évidemment, ce réflexe aura un lien avec la coordination gauche-droite, avec le fait que dès qu'on leur lance une balle, ils ont du mal à attraper parce qu'il faut se concentrer sur la balle, mais en même temps, leur corps bouge avec la tête, etc., etc. Ouais, il y a vraiment plein de choses. Et c'est là où j'allais en venir. Du coup, moi, c'est vrai que je me forme par rapport au lien avec l'hypnose sur les personnes qui ont une anxiété profonde ou parfois qui ont des problèmes de sommeil ou même de poids. Quel est le lien, d'après toi, entre ces deux pratiques-là? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce Alors, qu'il y en a pas? Est-ce que... donc moi, j'ai été formé en hypnose ericksonienne, j'ai fait le théoricien et le praticien chez Synapse. Mhm. Et tout de suite après, je suis sorti de la formation en me disant, je vais aller creuser l'intégration des réflexes par l'hypnose. Dans le sens où il y a notamment les réflexes sont très liés au système nerveux. Et il y a une pratique qui est assez efficace et assez reconnue dans les réflexes, c'est ce qu'on appelle les mouvements rythmiques, les bercements. Et en fait, je me rendais compte que même sans suggestion hypnotique, parfois les gens partaient dans un état de conscience modifié. Et je me suis dit, mais si là je mets des suggestions, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour moi, l'hypnose est une très bonne façon d'amener le système à être prêt à apprendre. Cependant, l'hypnose n'intégrera jamais les réflexes parce que l'intégration des réflexes passe par les patrons moteurs. Donc, l'hypnose est un super moyen de sécuriser le système. Ce que je dis tout le temps, c'est que les réflexes ne peuvent s'intégrer que par sécurité, consentement et progressivité. Donc, l'hypnose, c'est mettre le corps en sécurité, lui donner des ressources ou lui enlever des contraintes, peu importe comment on voit la chose, pour ensuite venir travailler sur des patrons moteurs. Et effectivement, on se rend compte que
ça peut être par la respiration, ça peut être par plein d'aspects. Quand on vient sécuriser le système pour ensuite travailler, le système travaille mieux. Un enfant, je prends toujours l'exemple des enfants, mais un enfant, vous le mettez dans une salle bruyante où il se sent en danger, etc., il ne va pas apprendre sa leçon. Vous le sortez de cet espace, vous le mettez dans la nature, dans un endroit où il est bien, vous le sécurisez, vous l'accompagnez, il va apprendre beaucoup mieux. C'est exactement pareil avec notre système cybernétique, donc corps-esprit, de se dire, si on l'accompagne euh, en sécurité et qui consent à être accompagné, on va pouvoir vraiment lui faire ce qu'on veut. C'est là où l'hypnose est intéressante pour les réflexes. Ouais. Tu vois vraiment le lien. C'est vrai que toutes les recherches que je fais, c'est pour moi, on travaille sur deux axes de travail, c'est-à-dire en effet mettre en sécurité le patient pour aller travailler sur les réflexes, mais à la fois aussi de coupler les deux avec ces exercices, et tu vas nous en parler, tous ces exercices que l'on peut faire, mais aussi à travailler à la fois sur le côté émotionnel, psychologique, etc., avec l'hypnose. Pour moi, c'est vraiment un complément. Et je le dis souvent dans le podcast et sur les réseaux, parfois l'un ne va pas sans l'autre. Et toutes nos techniques mis bout à bout peuvent aider un patient finalement à sortir d'une situation dans laquelle il se sent bloqué. Alors comment toi, tu travailles? Comment est-ce que tu formes des personnes pour qu'ils puissent aider leurs patients? Quel type de personnes tu as en formation? Alors aujourd'hui, donc là, ça faisait 2 ans que j'étais, enfin 2 ans que j'étais plus ou moins en tour du monde pour rencontrer tous les experts du monde dans mon Mmh. domaine. Donc je pratiquais plus moi en cabinet, mais je formais en fait du coup les élèves. Mmh. Je vais recommencer à avoir mes consultations là, à partir de mai à Lyon. Mais par contre, comment je fonctionne en séminaire? Alors déjà, qui sont mes clients? C'est beaucoup de professionnels, ce que j'appelle de l'humain. Avant, c'était majoritairement des coachs sportifs parce que c'est un outil incroyable pour les coachs qui décuple les résultats, c'est assez incroyable. On a ensuite beaucoup de professeurs de yoga. Les professeurs de yoga ont commencé à amener des gens qui étaient spécialisés sur le périnée avec la méthode de Gasquet. Et par ça, on a commencé à avoir des kinés, des ostéos. Et je dirais que maintenant, 80% de notre clientèle, c'est des kinés, des ostéos, des podologues et des psychomotes, etc. On a toujours un petit peu de coach, mais moins. Et puis après, j'ai aussi, et là, donc, dans 5 jours, je pars en Ukraine former des docteurs à Kiev sur le post-traumatique. Et après, j'ai aussi des docteurs, mais beaucoup plus à l'étranger. En France, c'est toujours un peu mal vu par des docteurs d'être formé par quelqu'un qui n'est pas docteur. Du coup, ça va être la deuxième fois que je vais en Ukraine. Et là, dans ces cas-là, on va vraiment parler des émotions, etc. Comment les sens viennent impacter la libération émotionnelle et le trauma releasement, le relâchement du trauma euh, par le corps. Et c'est là où, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je ne crois pas, et on a de plus en plus de psys aussi qui viennent en formation, et à chaque fois, ils sont un petit peu surpris de la vitesse à laquelle, par exemple, une hypersensibilité, moi je le dis tout le temps, de mon champ de travail, je ne suis pas docteur, de mon champ de travail, l'hypersensibilité n'existe pas. L'hyperactivité n'existe pas. Ou en tout cas, elle existe, mais à 0,5% des gens qu'on a diagnostiqués comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis en train de faire mon diagnostic pour l'autisme, pour le TDAH, etc., pour montrer aux gens entre guillemets, comment c'est fait. Mais très souvent, l'hyperactivité et l'hypersensibilité sont tout simplement un décalage entre les ressources des personnes et ce que leur vie leur demande. Donc, on a eu un live très intéressant avec Julien Pinault sur l'anxiété dans l'Académie des réflexes où il disait, mais l'environnement, ça va être très compliqué de le changer. Dans le sens où la vie, et là c'est une citation qui est peut-être pas trop en lien, mais c'est Rocky Balboa qui disait, rien ne va frapper plus fort que la vie. Mais en fait, c'est vrai au quotidien. Tous les jours, la vie est contraignante. La vie est un stress. Par contre, pourquoi certaines personnes le vivent bien et d'autres non? C'est qu'il y en a qui ont des ressources et d'autres non. Et pour ça, il faut aller travailler à la base des ressources qui sont les 7 sens et le système nerveux. Et c'est là où, pour revenir à la conversation, comment j'emboîte tout ça? En fait, je suis formé en hypnose, je suis formé en posturologie, je suis formé en préparation physique, je suis formé en kinésiologie, je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré les plus grands experts. Et à chaque fois, je me disais, mais on en revient toujours à la même chose. Si la fondation n'est pas solide, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. Comment moi je vois mon boulot? C'est qu'aujourd'hui, les réflexes archaïques et le système nerveux devraient être une base que tous les humains ont acquise. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc moi, mon but, c'est de redonner aux humains leur capacité originelle pour ensuite qu'ils puissent être accompagnés par d'autres professionnels de la meilleure des façons. Je ne prends le travail d'aucun kiné.
je prends le travail d'aucun ostéo, je prends le travail d'aucun psychomote, d'aucun hypnothérapeute, d'aucun psychologue. Juste, ils ont des personnes qui arrivent dans leur cabinet avec un frein à main énorme, qui soit au niveau sensoriel, cognitif, etc. Moi, mon but, c'est de me dire, je vous enlève le frein à main, et là, vous pouvez travailler avec la Ferrari. Et c'est vraiment comme ça que je vois les réflexes. Et toutes les personnes qui sortent de mes séminaires et qui se disent praticiens en réflexe, tout de suite, ils reçoivent un message en disant à la base, tu étais kiné. Aujourd'hui, tu as un nouvel outil qui te permet de mieux faire ton accompagnement kiné. Mais attention, hein, pour moi, les gens qui disent qu'ils pratiquent en réflexe, c'est un problème. Dans le sens où, à la base, les réflexes, c'est quelque chose qui devrait être intégré. Oui, il faut les travailler. Oui, c'est bien d'aller neutraliser le système pour le permettre de travailler. Mais derrière, chacun a sa spécialité. La manipulation devra toujours être faite. L'accompagnement émotionnel devra toujours être fait. Mais autant le faire avec quelqu'un qui est prêt à apprendre. C'est exactement pour ça que je dis c'est complémentaire. En fait, l'un ne va pas sans l'autre et j'aime cette image de frein à main, de je défais le frein à main pour aller travailler plus loin parce que c'est vraiment comme ça que je vois. Moi, il y a quelque chose, je me suis aperçue, c'est dans beaucoup de séances que je fais avec des personnes hypersensibles ou même des troubles de l'attention ou des personnes au potentiel, hein, des adultes qui viennent me voir parce qu'ils comprennent pas trop leur comportement ou même en cas de burn-out, je vais toujours sous hypnose remonter à la naissance. Et en fait, je m'aperçois que, allez, à 99,9%, il s'est passé quelque chose à la naissance, un trauma qui s'est intégré. Alors, je parle aussi de mémoire cellulaire, mais cette découverte des réflexes archaïques où, en fait, je peux conseiller à mes patients par certains exercices réintégrer certains réflexes, pour moi, est une vraie révélation où, en effet, cette image de frein à main va pouvoir les propulser et se sentir plus alignés et mieux dans leur corps. Alors, il existe plusieurs exercices. Alors, tu vas pas tous nous les citer, mais pour toi, parce que moi, je te suis sur les réseaux depuis quelques temps, quels sont pour toi les plus importants à aller voir? Alors, déjà, moi, je vais donner, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Donne un poisson à quelqu'un, il mangera une fois. Donne-lui une canne à pêche, il mangera toute sa vie. Moi, je considère qu'il vaut mieux comprendre les concepts. En fait, un réflexe se déclenche par un stimulus. Donc, il y a un stimulus déclencheur. Si, par exemple, et après, on fera des liens avec l'hypnose, par exemple, notamment sur l'énurésie, etc., que c'est quelque chose qu'on traite souvent en hypnose, tu verras où je vais en venir. Si le déclencheur du réflexe, c'est que la tête part en arrière, il y a une réaction incontrôlable et involontaire quand la tête part en arrière. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire des mouvements où on reprend du contrôle moteur et du volontariat lorsque la tête part en arrière. Pour ce réflexe-là, comment on va venir travailler? En mettant par exemple la tête en arrière et en venant faire des mouvements contrôlés et volontaires. Très souvent, on donne un temps de 7 secondes parce que ça serait le temps d'une expiration physiologique et comme ça, on est sûr que la personne contrôle. Si le déclencheur, c'est quand on vient toucher le pied, il y a un retrait de la jambe. Et ben, on va venir travailler face à la stimulation en mettant du contrôle moteur. Donc, ce qu'il faut comprendre pour intégrer les réflexes, c'est qu'il y a un déclencheur et il y a un schéma d'expression du réflexe. Si le déclencheur, c'est dès que je tourne la tête, donc le déclencheur, c'est le vestibulaire de tourner la tête, donc là, de ce côté-là, à droite, vous le voyez à gauche sur la vidéo, mais parce que c'est en mode miroir. Donc, à droite, si mes bras tournent à droite en même temps. Le déclencheur, c'est j'ai tourné la tête, mon système vestibulaire va à droite. Le schéma d'expression du réflexe, c'est mon corps suit. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Redonner du contrôle moteur dans les épaules et la dissociation épaule-tête. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des exercices où je tourne la tête, mais je me concentre à pas tourner. Ou l'inverse, je bouge pas la tête et je me concentre à tourner les épaules. En fait, on revient montrer du contrôle moteur. Et sinon, il y a quelque chose qui est incroyable. C'est la méthode Original Strength de Tim Anderson. C'est un bouquin que vous pouvez trouver sur Ressources Primordiales qui coûte 10 €, où il part sur 5 piliers, la respiration, les mouvements croisés, les retournements, etc. Et en fait, c'est les mouvements du bébé faits de façon naturelle pour revenir travailler ces étapes. Il y a la méthode Padovan aussi, qui marche très bien. Voilà. Il y a le Brain Gym, il y a pas mal de méthodes à faire. Donner un exercice, pour moi, c'est presque pire que pas en donner si les gens n'ont pas compris le concept. Pourquoi? Parce que par définition,
si une personne elle n'a pas intégré ses réflexes, si vous lui donnez l'exercice, elle va compenser pour ne pas travailler la stimulation. D'où l'intérêt, et moi c'est ce que j'ai toujours dit, je me fais un petit peu défoncer des fois pour ça, tous ceux qui vendent des formations sur les réflexes archaïques en ligne, pour moi, on n'est pas loin de l'arnaque. Ouais. Et je dis Après, pas dans loin parce qu'il y a des l'explication, podcasts. est-ce qu'il donne une explication? Parce que moi, je sais que je fais partie des personnes qui t'avaient posé la question si tu faisais justement les formations à distance, parce que j'aimerais suivre une de tes formations et bon bah parfois le lieu et la date ne correspondent pas et j'aime ce côté à distance. Est-ce que si la personne explique en plus de donner des exercices, ça a une cohérence ou pas du tout? Pour toi, il faut Alors, vraiment du présentiel. je pense que 1% des gens seraient capables de le prendre. Il y a un Ouais. très bon livre qui s'appelle Le Grand Livre des réflexes. Il y a plein de gens qui l'ont lu, ils n'ont pas compris. Je récupère en séminaire, chaque séminaire des gens qui ont été formés aux réflexes en ligne, leur compréhension, elle est très faussée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a le système nerveux, il y a les 7 sens, donc les 5 qu'on connaît, plus le proprioceptif et le vestibulaire. Et après, il y a la maturité des réflexes. Il y a une grosse part sensorielle dans les réflexes. Et pour le sensoriel, euh, le présentiel ne sera jamais remplacé, je pense. Donc, je pense qu'il faut sentir. C'est pas du tout ésotérique, etc. C'est-à-dire que c'est pas du ressenti. Tous les travaux sur PubMed, sur les travaux de recherche montrent l'importance du patron moteur. Je ne crois pas au coaching sportif en ligne. Je ne crois pas à ces choses-là. Pour moi, ça se passe beaucoup en présentiel. Donc, on s'en rend compte, nous, les élèves qui viennent nous voir en séminaire, ça arrive parfois que les élèves prennent le séminaire euh, et du coup, nous, tout est en replay. Avant, on donnait le replay aux élèves qui n'avaient pas pu venir. Les seules fois où on l'a fait, la personne a sorti une formation sur les réflexes qui est pleine d'erreurs juste après. Parce qu'en fait, il manque le côté pratique et d'observation, etc. Parce que un réflexe, c'est aussi pour ça que j'aime les réflexes. S'il y a 100 personnes qui testent le réflexe d'une personne, si le réflexe est encore hyperactif, 100 fois, on va avoir une réaction. 100 fois. C'est-à-dire que c'est pas comme la kinésiologie. Moi, je suis allé étudier avec les élèves de John T. Touch for Health et on fait 10 fois le test et on a 6 résultats différents. Et la personne va te dire, oui, mais c'est parce que l'humain change chaque seconde, l'humain change. Ok, mais la réintégration, on l'a fait selon quel truc, vu que l'humain a changé? Un réflexe, je le teste à 10h ou à 10h20, il est là Ce ou sera il est pas toujours le là. même. C'est oui, non. Si tu le testes ou je le teste, il est là, etc. Par contre, derrière, la réaction, bah, si par exemple le réflexe tonique asymétrique du cou dont je parlais, on tourne la tête, il y en a pour qui ça va être vraiment un mouvement où les bras vont complètement tourner, et d'autres, ça va être juste, bah, ils vont bloquer les épaules parce qu'ils savent qu'ils vont tourner, la proprioception sera différente, et pour ça, il faut, en tout cas, pratiquer. Donc oui, ça serait possible de suivre en ligne si tu avais 5 ou 6 cobayes différents en même temps que tu regardes la vidéo, ce que personne ne fait. C'est-à-dire que nous, en séminaire, à la fin du séminaire, tu as déjà, tu as vu tous les réflexes testés, expliqués, réintégrés. Tu l'as fait sur quelqu'un d'autre, tu l'as senti sur toi, et potentiellement, tu as fait sur des gens hors séminaire qu'on fait venir. Donc, oui, dans un sens, tu pourrais le faire en ligne, mais ça va te demander tellement d'investissement, ça va te rajouter des contraintes, et on a commencé la conversation en disant que si on avait trop de contraintes, on apprenait mal. Ouais. Totalement. Après, moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'aussi, euh, alors c'est peut-être un mode de fonctionnement, hein, mais de pratiquer plutôt que de lire un bouquin qui dit bah fais ci, fais ça, essaye ci, essaye ça. Plus le fait de pratiquer, on retient mieux, on mémorise mieux. Mais dans le cas où ça y est, tu es formé par tes soins et tu souhaites accompagner des patients sur tel ou tel sujet, est-ce que le fait, par exemple, d'envoyer une vidéo au patient en disant, voilà, maintenant qu'on a testé, maintenant qu'on a vu qu'il y avait ce réflexe-là qui n'était pas intégré, vous pouvez faire cet exercice-là et envoyer la vidéo de cet exercice. Est-ce que pour toi, ça te paraît pertinent pour l'accompagner ou faut quand même qu'il vienne en cabinet faire les exercices avec toi? Alors, monde idéal, moi je vois les gens une fois par semaine. Pareil, je suis un petit peu à contre-courant de ça dans le monde des réflexes. Moi, je viens du monde du sport. J'étais coach sportif et j'avais les gens 2 à 3 fois semaine. Et je me rendais compte des résultats que j'avais en travaillant les réflexes 2 à 3 fois par semaine. Parce que faire 1 heure sur les réflexes, ça n'a aucun sens.
Vraiment zéro. Moi, quand je travaille les réflexes, parce que le but, c'est que les gens l'intègrent dans leur vie et qu'à force, le travail, en fait, que le travail ne soit plus du travail, mais juste la curiosité de vivre naturellement fait qu'on va intégrer des schémas de réflexes. À force, je reprends l'exemple parce que c'est celui que j'ai donné, la personne qui a des difficultés à dissocier la tête des épaules quand elle tourne, quand elle bouge, bah mon but, c'est que quand elle aille se balader en forêt, elle se mette à regarder de tous les côtés et que les bras ne suivent pas. Donc, moi, quand je travaillais les réflexes, c'était toujours 5-10 minutes au début de la séance, pas plus. Mais par contre, de façon régulière. Et les gens, je leur demande des stimulations à faire chez eux, évidemment. Donc, je suis en ce moment, je pense, 5 ou 6 sportifs de très haut niveau. Évidemment, j'ai suivi des footballeurs en Norvège. J'ai suivi des crossfitters aux États-Unis, etc. Comment vous voulez que je les vois chaque semaine? Impossible. Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce qu'on s'adapte? Oui. Est-ce que eux, leur objectif fait qu'ils ont une motivation qui va suffire? Oui. Ce qui est sûr, c'est que moi, le premier bilan sera toujours fait en présentiel. Ouais, c'est bien ce que je disais, c'est que le premier, voilà, il y a l'explication, etc. Et après, il y a ces exercices qui peuvent se faire à Et distance. Et en combien de temps on peut réintégrer, toi, avec ton expérience, en combien de temps on peut réintégrer un réflexe? alors, juste pour la question d'avant, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais du coup, tu dis ça et en même temps, tu es à Lyon, on peut pas te voir. Une des premières choses que j'ai fait quand j'ai créé mes séminaires, tous les élèves qui sont formés chez moi apparaissent dans un annuaire des praticiens. Vous en avez dans 7 pays différents, vous en avez au Maroc, vous en avez en Ukraine, vous en avez en Belgique, en Suisse, au Portugal, de partout. Euh, Si jamais vous avez besoin de voir un praticien, en France, il y en a quasiment de partout. Vous allez sur notre site, il y a la liste des praticiens et vous allez pouvoir trouver. Moi, ça m'arrive très souvent de faire un bilan par quelqu'un d'autre. Il m'envoie le compte rendu, etc. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour ça. Ensuite, pour la question de combien de temps, la, la littérature et les gens qui travaillent dessus disent 6 semaines. 6 semaines à travailler un réflexe régulièrement en travaillant un seul réflexe à la fois. Ce que moi j'ai observé en allant me former chez le docteur Melillo, qui lui travaille sur le balancement hémisphérique, donc la connexion des deux cerveaux, des deux hémisphères du cerveau, c'est que en venant sécuriser la connexion et en venant améliorer la communication entre les deux hémisphères, la capacité d'apprentissage est tellement améliorée qu'on peut avoir des résultats plus rapides. Sauf que, pour moi, l'accompagnement en réflexe est vraiment un accompagnement long terme. D'ailleurs, c'est un accompagnement, je le rappelle, c'est ni une prise en charge, ni un suivi, les mots ont du sens. C'est un accompagnement sur un paquet de temps. Parce que les gens qui viennent me voir pour ça, en général, ils ont le premier réflexe qui a sauté, et du coup, ça a fait sauter une myriade de réflexes derrière. Donc, c'est rare que j'ai qu'un seul réflexe à travailler. Souvent, je travaille pour l'objectif de la personne. Si elle est stressée, ça sera Moro, je fais des raccourcis, mais ce sera ça. Problème de coordination, RTAC, etc. Donc, je travaille le réflexe, et derrière, probablement 4 ou 6 semaines après, on va regarder un autre réflexe, et on va peut-être pouvoir faire des exos qui stimulent les deux réflexes. Et après, d'où l'intérêt d'avoir compris les principes. Après, on peut jouer avec les choses et redonner une motricité de plus en plus naturelle aux personnes. Ok. Intéressant, intéressant. Tout à l'heure, tu nous parlais d'énurésie chez les enfants. Ouais. Bah, en fait, ce que je trouve, par exemple, des cas que j'ai trouvé vraiment très forts en hypnose, il y a, on va en parler de trois qui me parlent. Il y a l'arrêt du tabac, l'énurésie et la gestion du stress. Je pense que c'est des choses qu'on retrouve très souvent en hypnose. Et pour moi, je suis sorti de la formation, j'ai testé, il manquait quelque chose. En fait, l'énurésie, très souvent, on vient travailler sur la systémie familiale ou sur le rapport qu'on a à ça, le bénéfice secondaire, on vient faire des ordalies, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose d'assez fort, c'est que, et tu pourras le tester si tu veux, très souvent, les enfants qui font de l'énurésie, quand on vient leur toucher le dos, ils ont des énormes réactions. Ouais. Et du coup, Je le fais en rendez-vous et on voit à chaque fois en fait. Je fais la mais réflexion, l'exercice suite à tes vidéos pour aller comprendre parce il y a un côté émotionnel. Hein. Moi, j'utilise l'hypnose sagesse et en fait, on va chercher l'origine du blocage. Donc, il y a plein de choses qu'on va chercher. Mais souvent, quand je fais l'exercice que tu proposes, dans tous les cas, on voit que c'est pas intégré, quoi. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est donc ça, c'est le réflexe qu'on appelle spinal de Galant. Donc pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas vu les vidéos, vous venez en haut du dos, à 1 cm sur le côté de la colonne, et vous venez descendre un stylo
jusqu'à faire une petite virgule sur la fesse. Si l'enfant a une flexion des épaules sur le bassin, il a le réflexe non intégré. Et si vous l'avez des deux côtés, c'est là où c'est intéressant, c'est que les stimulations, vu qu'il ne peut pas se fléchir des deux côtés en même temps, il va venir rentrer son ventre ou sortir son ventre. Qu'est-ce que ça va venir faire? Appuyer sur tous les organes qui sont responsables de l'urine ou même des fois de l'éjection anale. Et du coup, ces choses-là, c'est intéressant, c'est qu'en hypnose, on va venir lever les contraintes de l'individu. C'est-à-dire qu'on va lui donner des ressources, apprends à te contrôler. Donc en fait, on va le rendre plus fort face à une stimulation qu'on n'a pas du tout gérée. Alors que là, on a un outil qui est, on va te donner les capacités de ne plus être en danger face à cette stimulation. Sachant qu'il faut savoir que l'enfant qui a ça, son t-shirt lui fait des stimulations toute la journée, les étiquettes, un calvaire, la chaise, un calvaire. C'est en général des enfants qui ne tiennent pas en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, tenir en place voudrait dire faire face à cette stimulation qui, pour eux, est un danger. Donc, on peut travailler tout ce qu'on veut en hypnose, on travaille la capacité à compenser cette stimulation, ce qui est très bien. Par contre, si en même temps, on vient travailler pour que la stimulation, qui n'a aucune raison d'être dangereuse, ne le soit plus, ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier cas, par exemple, typique. Si votre enfant fait de l'énurésie, vous allez sur notre page, vous testez, vous mettez comment tester le réflexe de Galland, on a une vidéo même comment réintégrer, etc. Vous allez voir, c'est assez fou. Le deuxième cas que je trouve en hypnose qui est hyper pertinent, c'est le tabac. Donc le tabac, qu'est-ce que souvent on dit aux gens? Oui, mais il faudra remplacer le geste parce que tu as ancré le geste dans ta tête. Et mon postulat depuis pas longtemps et qui s'avère pour l'instant tout le temps payant, que ça soit sur les TCA et sur donc les TCA, les troubles du comportement alimentaire et le tabac, c'est qu'en fait les gens, ce n'est pas le geste qu'ils ont besoin, c'est la stimulation. Et la stimulation de quoi? De prendre quelque chose dans la main et de le mettre au niveau de la bouche. Et ça, il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe palmo-mentonnier que vous pouvez venir tester en venant juste glisser un mouchoir, etc. ici. Et vous voyez s'il y a des réactions au niveau de la main ou ça. Si la personne aussi tire la langue quand elle écrit, en général, ce réflexe, il est actif. Et en fait, les personnes ne vont pas chercher. Très souvent, les gens qui arrêtent la cigarette, ils se mettent à manger des sucettes ou ils se mettent à mâcher un chewing-gum. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cette stimulation. Parce qu'au niveau sensoriel, ils sont immatures. Vous les faites progresser sur le niveau sensoriel, vous réglez le besoin et en général, l'addiction, elle saute. On a une diététicienne qui est venue à notre séminaire à Biarritz. On a un groupe WhatsApp pour les élèves à chaque séminaire. Elle a mis 3 mois à interagir avec nous et au bout de 3 mois, elle nous a dit « Bon Lucas, ça me fait chier de l'admettre, mais je dois avouer, depuis que je travaille les réflexes, 100% des gens que j'avais en TCA disent que témoignent de progrès qu'on n'a jamais eu avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est sensoriel. Le cerveau, il est prédictif. Aucun mouvement, et c'est là où ça fait lien avec l'hypnose, aucun mouvement n'est réellement conscient. Tous les mouvements qu'on fait, même volontaires, sont la somme des informations qu'on a prises avant et de la prédiction du cerveau qu'on va être capable de faire cette tâche, que cette tâche va nous coûter ou pas. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième, c'est la gestion du stress. La gestion du stress, pour moi, c'est là où les réflexes sont le plus épatants. C'est qu'en fait, le stress, on le vit tous. On a fait un réel il y a pas longtemps, comment gérer son stress. En fait, la vie est un stress. Tout le monde vit du stress. Sauf qu'il y a tes ressources pour faire face au stress et le stress qui arrive. Si tu as un petit bateau et qu'il y a une petite vague, ça passe. Si tu as un petit bateau qui a une grande vague, ça passe pas. Si tu as un grand bateau qui a une grande vague, ça passe. Et si tu as un grand bateau et qu'il y a une petite vague, ça passe, mais tranquille. Et en fait, c'est comment on amène les gens à être des grands bateaux pour faire face aux vagues. Et ça, c'est les systèmes de résilience qui sont très connus, et c'est les systèmes de surcharge progressive et d'adaptabilité sensorielle. Et ça, le réflexe de Moro, par exemple, si à chaque fois que vous mettez la tête en arrière, votre système sympathique se déclenche, quand vous allez vous coucher, vous bougez, la tête part en arrière, ça redéclenche. Vous avez du mal à dormir. Ok, mais du coup, si vous dormez mal le lendemain, vous allez être fatigué, vous allez avoir moins de ressources, votre bateau il va être amoché pour faire face aux vagues. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éviter de faire des choses. Et progressivement, votre bateau va devenir de pire en pire. Et on peut venir travailler en hypnose en disant, on vient recoller les brèches du bateau. Il faut le faire. Si on vient pas travailler au niveau sensoriel, on manque un levier d'action qui est énorme.
Totalement, totalement. C'est vraiment les découvertes que j'ai fait. Et j'allais te poser la question, mais tu as déjà répondu à certaines choses sur. Moi, j'ai beaucoup de questionnements sur tout ce qui est prise de poids, difficulté à arrêter de manger sucre ou des aliments voilà, pour punir, etc. Mais tu as déjà répondu à ces deux réflexes-là qu'on peut aller travailler. Est-ce que au-delà des résultats que la diététicienne a vus, tu as d'autres choses à nous communiquer sur le sujet perte de poids? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, et ça va te parler, c'est qu'un individu fait ce qu'il y a de mieux pour lui à l'instant présent, tout le temps. C'est la base de l'hypnose. Donc derrière, il faut comprendre quel est le bénéfice secondaire. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, dans mon expérience, beaucoup de femmes que j'ai eues en surpoids ont eu un rapport au contact physique très mauvais, que ça soit de la violence physique, du viol, etc. Et du coup, il y a aussi une protection du corps. C'est-à-dire que le corps protège de ces agressions. Des fois, quelque chose de punition, etc. Il faut comprendre quel est le bénéfice pour la personne d'être en surpoids. Ça fait jamais du bien d'entendre, mais très souvent, il y a un bénéfice secondaire à prendre du poids. Dans la société dans laquelle on vit, on sait que être en surpoids est quand même un fort risque de mauvaise santé. En tout cas, de dégrader sa santé. On sait aussi que ça a quand même un risque d'être exclu socialement. Et pourtant, pour certaines personnes, ça reste meilleur que ne pas être en surpoids. Il faut comprendre pourquoi. Ça, c'est complètement le rôle de l'hypnose. Et très souvent, on se rend compte que effectivement, il y a la radiation du nombril dont on parle souvent. Les personnes en surpoids ont très souvent une radiation du nombril qui est pas bonne. La radiation du nombril, c'est quoi? C'est la connexion entre son nombril, qui a été le centre de notre monde quand on était dans le ventre de la mère, et les 6 branches, donc la bouche, les voies d'évacuation et les 4 membres, qui ont été notre ouverture au monde aérien quand on est sorti. Très souvent, il y a un manque de connexion entre le nombril et la bouche, des problèmes de digestion, des problèmes d'évacuation, des réflexes sensoriels qui sont pas bons, etc. Donc, on se rend compte que là, et c'est un sujet qui est toujours un peu délicat à parler, et à chaque fois qu'on en parle différemment que les diététiciens et les psys, on se fait un peu tacler. Mais moi, je ne fais jamais de suivi de perte de poids extrême sans un psy et un diététicien. Je ne me, C'est bien de le rappeler. C'est bien qu'on le soustrairai rappelle pas, ici, hein. jamais. C'est que De voilà, on quoi? prône pas c'est bien de le Oui, rappeler oui, parce qu'on prône pas le fait d'être la personne qui va trouver la méthode magique pour faire perdre 30 kilos à quelqu'un. On exactement. n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment, et je le dis à chaque fois, et je suis vraiment heureuse de t'entendre le dire aussi, c'est on imbrique toutes ces pièces-là. Il y a plusieurs parties du puzzle qui font que on accompagne une personne dans sa perte de poids par l'aspect psychologique, par l'aspect émotionnel ou même physique. Parce que effectivement, moi, je recevais, en fait, quand j'ai jamais communiqué sur les réflexes. Moi, j'ai travaillé à Paris et c'est mes clients qui m'envoyaient quelqu'un, etc. Tous les gens que je recevais, c'était, ça fait 5 ans que j'essaye ça fonctionne pas. Et à chaque fois, on travaillait et je leur disais, mais du coup, il va falloir recommencer ce que tu as fait. Ils me disent, mais non, ça a pas marché. Je dis, oui, mais ça marchait pas, tu avais un frein à main. Maintenant, refais-le. Et moi, je pense que il y a des psys à Paris, 60% de leur clientèle, c'est moi qui les renvoyais. Parce que la personne qui a vu un diététicien pendant 5 ans, qui a fait des yo-yo incroyables, elle vient me voir. On comprend pourquoi le yo-yo pour elle est sa meilleure compensation. On voit si c'est OK pour la lever, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de sortir de ça. Et c'est OK, c'est leur vie. Moi, je n'invente pas l'objectif pour la personne. La personne, elle vient me voir. Si par contre, tu me dis, je veux perdre du poids pour pouvoir jouer avec mes enfants sans être essoufflé, pour pouvoir me sentir bien dans mes vêtements, pour retrouver ma connexion à moi, etc. Ok, on va travailler sur ça. Par contre, si tu es en énorme surpoids et que tu viens me voir parce que tu as mal au dos, moi, je travaille sur ton mal de dos. Parce que je suis pas là pour inventer des choses. Moi, la personne, elle vient me voir avec un objectif et je l'accompagne du mieux que je peux dans cet objectif. Et derrière, une fois que je considère que les freins à main sont quasi tous levés, parce que des fois, il y en a plusieurs, je dis, bah voilà. Et j'envoie un bilan à un kiné, à un ostéo, à un ophtalmo, peu importe la truc. Ok, nous avons travaillé ça. Très souvent, je me fais ouvrir en deux par le docteur en mode, je suis pas docteur, mais c'est pas grave. Je fais le bilan, j'ai envoyé la personne, et le nombre de fois où des orthoptistes me disent, ah, on a eu des super résultats. Oui, enfin, ça faisait 25 séances que tu faisais avec elle, t'avais pas de résultats. Là, tu as des résultats depuis 3 semaines, ça fait un mois que je bosse avec elle.
bah, peut-être que c'est bien qu'on discute. Très souvent, pour les professionnels de santé, c'est dur de remettre en cause. Moi, le premier, je venais de STAPS, j'ai fait 4 ans en STAPS. Quand j'ai commencé à étudier la posturologie, l'hypnose, ça a remis en cause mes 4 ans d'études. Ça veut pas dire que ça a dit que mes 4 ans d'études étaient mauvais, c'est juste ça les a replacés ailleurs. Donc aujourd'hui, Exactement. moi, je ne conçois vraiment pas de travailler tout seul. Je ne fais jamais d'accompagnement tout seul pour une personne. Juste, comment on peut, et là pour les personnes en surpoids, pour les personnes TCA, pour les personnes stressées, un cas qu'on a énormément, c'est le nombre de femmes qui, après avoir travaillé les réflexes, retrouvent leurs règles, alors que ça faisait 6 ans qu'elles n'avaient pas leurs règles. C'est un truc de fou. Ouais. Moi, j'ai eu le truc qui m'avait fait le plus rigoler, c'était à Paris, une femme qui était toujours très apprêtée, et un jour, elle vient me voir, et elle avait les ongles qui étaient pas vraiment faits. Ils avaient repoussé, elle avait pas fait sa manucure. Et du coup, je lui dis, eh ben, dis donc, on se laisse aller en rigolant. Elle me dit, Lucas, je lui ai pas fait la manucure pour te montrer. J'ai les ongles qui repoussent. Ça faisait 2 ans que ça m'arrivait pas. En fait, le système nerveux était en surcontrainte. Quand vous êtes une femme et que vous n'avez plus vos règles, au niveau du système nerveux, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on a encore eu le cas, on l'a posté il y a pas longtemps, l'endométriose. Le nombre de femmes qui sont en endométriose, médicamentées, etc., on se rend compte que quand on vient travailler sur les réflexes, on libère tellement de contraintes du système nerveux que on a des témoignages que nous on partage chaque fois qui sont, Lucas, j'ai eu mes règles, j'ai eu des douleurs, mais tellement supportables. Quand on a un niveau 2 qui s'appelle trouble de la sexualité, ça sera avec Marie Chou, qui est thérapeute de l'intime, comme elle dit, travaille beaucoup sur le périnée, sur le contact sensoriel. Et en fait, on a fait le niveau 2 parce que Marie Chou m'a dit, Lucas, ça a changé mon boulot. Et on a, après chaque séminaire, des retours. Et moi, je voulais pas le traiter parce que déjà, je me fais défoncer par les docteurs, mais si je commence à traiter ces sujets-là, ça va être la cata. Du coup, on a fait intervenir quelqu'un d'autre. Et le séminaire sur ça, il va être incroyable parce que les liens qu'on peut faire entre le système nerveux et la sécurité corporelle et donc l'orgasme et donc la perte de poids et donc le sommeil et donc les troubles du vestibulaire et donc tout en fait, la performance dans tous les champs. Et pour moi, c'est aussi pour ça que on a fait les réflexes. À la base, moi, je le travaillais. Je n'avais pas besoin d'enseigner. À un moment, c'est juste qu'on est venu me chercher, Benjamin en Belgique. Écoute, Lucas, ce que tu fais, faut que tu l'enseignes. J'ai fait le séminaire en Belgique et il y a Lohan qui travaille avec moi maintenant qui m'a dit, mais Lucas, ça doit être partagé en France. Et puis après, en Italie, il y a une école qui m'a appelé. Et puis maintenant, c'est les docteurs en Ukraine. Ouais, Parce que les résultats qu'on a sont merveilleux. mais je pense à plein de patients là dans tout ce qu'on évoque et je me dis qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais bon, je pourrais te poser des questions encore pendant des heures sur ce sujet-là et je pense qu'il y a encore des choses à découvrir et exploiter. Je te remercie en tout cas d'avoir donné, alors non pas ton expertise parce que t'aimes pas ce mot-là, mais ton point de vue et ton enseignement par rapport à ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour les personnes qui nous écoutent? Alors, la page principale, c'est Lucas-Bourguignon-, conférencier sur Instagram. C'est là où se passe 90% des choses. Et après, on a refait notre site internet qui s'appelle lucasbourguignon.fr. Facile. Vous aurez toutes les infos. Vous aurez une plateforme en ligne. Ce que je vous invite vraiment, on a vraiment fait l'effort d'avoir du contenu qui était gratuit et accessible à tous. On a une plateforme qui s'appelle l'Académie des réflexes. C'est une plateforme gratuite où chaque mois, il y a un intervenant qui intervient sur son domaine. On a eu l'anxiété, on a eu la dépression, on a eu les troubles d'apprentissage, la posture, la respiration, les troubles digestifs. C'est vraiment une mine d'or d'infos, c'est gratuit et vous pouvez la retrouver sur notre page Instagram ou sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil parce que c'est vraiment cool. Et j'invite des gens qui sont pas forcément très mis en avant sur le devant de la scène, des réseaux, etc. et qui sont très bons. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Génial, je marquerai toutes les informations dans le descriptif. Merci à toi Lucas et pour ceux qui veulent te suivre, donc tu as donné les informations. Et, je vous invite vraiment à le suivre, vous allez voir que vous allez apprendre une tonne de choses et couplé à l'hypnose, on a des résultats splendides et spectaculaires. Merci à toi Lucas, belle fin de journée. Salut.